Taureaux, chevaux, rizières, maréchal Pétain. Nous partons en Camargue. Cette région magnifique a bâti une partie de sa richesse autour de la culture du riz et tout n'est pas rose dans cet héritage. Ce riz qui va poursuivre sa vie dans une casserole d'eau bouillante a été planté dans le sud de la France, en Camargue. Et il revient de loin car il a fallu que les hommes se battent pour domestiquer les terres marécageuses de cette région. Il a fallu que pour nourrir les Français, des travailleurs étrangers triment énormément. C'est l'héritage. La Camargue est née de l'union de la Méditerranée et du Rhône, coincée entre les deux bras du fleuve et de la mer. C'est une terre provençale à la géographie aquatique, qui fut des siècles durant impropre à toute culture. Les hommes ont eu bien du mal à dompter ces paysages avant d'en exploiter les richesses, le sel et aussi le riz. Car il n'y aurait pas eu de riziculture en Camargue sans des hommes venus d'ailleurs. Et parmi eux, des travailleurs venus d'au-delà des mers, des bras réquisitionnés du fond des colonies pour développer les rizières de Camargue, les Indochinois. C'était des gens qui travaillaient dans les rizières, c'était des spécialistes de la rizière, de père en fils, de génération en génération. Ils sont arrivés ici et ce savoir, ils nous ont fait cadeau, ce savoir, ils l'ont donné à la Camargue. Dès le XVIe siècle, Sully, ministre d'Henri IV, persuade le roi de France d'expérimenter la riziculture en Camargue. Mais les crues incessantes du Rhône ruinent tout projet de développement. En 1856, le niveau de l'eau monte comme jamais. À Arles, Napoléon III découvre l'ampleur des dégâts. L'empereur décide de la construction d'une digue sur la mer, entre les Saintes-Maries de la Mer et Salins de Giraud, pour rendre impossible toute entrée des eaux salées de la mer vers l'intérieur du delta. Le Rhône est canalisé, la riziculture peut enfin se développer. Là, on est sur la digue du Rhône, ce promontoire qui nous protège des inondations et qui a été construit pour éviter les inondations de la Camargue. Et nos terres, comme l'exploitation qui est ici, on est situé à 3 mètres d'altitude au bord du Rhône. Un incroyable réseau de pompes et de canaux permet alors de guider l'eau douce vers les parcelles. C'est un écosystème très fragile qui est géré aujourd'hui par la main de l'homme puisque cet endiguement a évité les inondations. Mais cet écosystème lutte entre eau salée qu'il y a sous nos pieds et eau douce qu'on va envoyer au travers des rizières. Et c'est grâce à l'eau douce que je vais mettre à la surface que je vais pousser l'eau salée à redescendre. C'est comme ça qu'on joue avec l'eau et c'est pour ça que cet écosystème n'est plus du tout naturel et est devenu complètement artificiel. Un équilibre entre eau douce et terre salée qui permet avec le temps d'assainir ces terres et de les transformer en propriétés fertiles. Comment on fait pousser du riz? On va pomper, envoyer l'eau dans ces rizières, remplir les rizières et on va semer le riz. Ce geste du semeur, ni plus ni moins, on va jeter le riz à la surface de l'eau, il va couler et il va commencer à germer. Et ce petit germe va s'ériger vers le soleil, la racine va s'implanter dans la boue et comme ça, en eau à sec, on va gérer l'eau, on va bouger l'eau très souvent de manière à fortifier le riz jusqu'à ce qu'il dépasse de l'eau et qu'il puisse derrière grandir en végétal comme ça. Au milieu du XIXe siècle, une autre richesse métamorphose la Camargue. Dans l'ouest de ce pays d'eau, la Compagnie des Salins du Midi industrialise la récolte du sel. On vient de loin pour arracher l'or blanc des tables salantes, de Grèce, d'Arménie, d'Italie et d'Espagne. Ces forçats font grossir la montagne de sel. Et pour loger les travailleurs, le sud prend les couleurs du nord, la brique des corons borde les salins. En 1939, la France entre en guerre, puis les hommes partent au front.
s'écrit alors en Camargue une page méconnue de l'histoire coloniale française. En 1939, on est vraiment dans une France coloniale. Il apparaît comme parfaitement légitime pour le gouvernement français de faire venir de gré ou de force tous les êtres humains des colonies, les indigènes des colonies, pour participer à l'effort de guerre. Finalement, c'est essentiellement des Vietnamiens, on les appelait les Indochinois à l'époque, qui vont être recrutés. Pierre Daume est le journaliste qui a enquêté sur le passé colonial français et exhumé ce fait historique oublié. Il en a tiré un livre et une bande dessinée. 20 000 Vietnamiens, 20 000 jeunes hommes vietnamiens sont envoyés en France. Et donc, ces hommes ont été arrachés de chez eux, embarqués dans des bateaux, enfermés en fond de cale, sur des chalets de bois entassés, avec interdiction de monter sur le pont, ne serait-ce que pour prendre l'air. À peine débarqués à Marseille, les Indochinois sont enfermés dans des camps, comme ici à Agde, ou encore dans l'enfer de la prison des Baumettes, où ils découvrent la neige. Privés de leur passeport, ils ne sont plus que des matricules. Lorsque la France signe l'armistice avec l'Allemagne en 1940, c'est la débâcle. Ces hommes ne peuvent plus intégrer les usines d'armement comme prévu. En Camargue, le gouvernement de Vichy trouve une occupation pour ces exilés indochinois. Le gouvernement de Vichy commence à avoir peur d'une pénurie alimentaire en France et il se dit que en Camargue, ça fait plusieurs siècles que les Camarguais essayent de faire pousser du riz consommable pour les êtres humains. Le gouvernement de Pétain passe un accord avec une quinzaine de mas camarguais, comme au mas de Verre, non loin d'Arles. Au total, 500 Indochinois sont envoyés dans les rizières. En échange de cette main-d'œuvre experte dans la culture du riz, les propriétaires des parcelles s'engagent à vendre une partie de la récolte à l'État, à un prix dérisoire. C'est une première expérience unique en France. On va essayer de faire pousser du riz consommable en France. Et donc le mas de Verre est un de ces 15 mas et on était vraiment au cœur de cette expérience qui finalement va transformer l'agriculture française puisque c'est ici que va apparaître le riz français tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour ces pauvres paysans vietnamiens, arriver en Camargue, c'était très très difficile. Ils ont dû entreprendre un premier travail très important de débroussaillage des parcelles. Ces hommes vont être logés dans des baraquements qui sont à peine faits pour les êtres humains et donc ça va être très dur. Et puis en plus, le Mistral ici qui souffle de façon très violente, très froide, le Mistral et les moustiques. Ils ne vont jamais toucher de salaire. C'est un des scandales de cet épisode de la colonisation française sur le sol français. Et donc là, on est typiquement dans une de ces pages honteuses de l'histoire coloniale française. Et la France, comme d'autres pays, les pages honteuses, on ne veut pas en parler. Le père de Claude Trine était un de ces travailleurs indigènes, comme on les appelait à l'époque. Avec d'autres, Claude a créé l'association Mémorial pour les ouvriers indochinois. Grâce à leur mobilisation, à Salins de Giraud, une stèle honore depuis 2014 la mémoire de ces 20 000 jeunes Vietnamiens arrachés à leur terre natale. Pourquoi on reconnaît que les histoires qui sont valorisantes et on ne veut pas reconnaître les histoires qui sont dévalorisantes? L'histoire, c'est l'histoire, tu reconnais tout, le bon et le mauvais. Tu as fait des choses bien, bravo, tu as fait des choses mal, et bien, tant pis, tu les as faites. Mais reconnais-les, ne cache pas, ne triche pas. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, une histoire aussi pour moi qui est importante, c'est que ces hommes-là, quand ils sont arrivés, ils étaient un peu considérés comme des sous-hommes.
Et le savoir qu'ils avaient, ils l'ont laissé dans les rizières de Camargue. Ça, c'est important. Claude a grandi à Faraman, un hameau situé non loin du Salin de Giraud, où l'on vivait du sel et du riz. Son père, un intellectuel, a pu échapper au baraquement de fortune. Parmi cette population qui a été réquisitionnée de force, il y a eu 1 millier de gens qui sont venus de manière volontaire pour servir d'interprètes, pour accompagner ces gens-là, pour les soins, pour la nourriture, pour tout. Globalement, c'était des gens qui étaient un peu érudits, parce qu'à cette époque-là, il faut revenir en 1939, les gens qui parlaient français au Vietnam et qui écrivaient le français, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Donc mon papa faisait partie, en fait, de cette petite population d'1 millier de travailleurs indochinois qui sont venus pour accompagner les 19 000 qui étaient réquisitionnés de force. Personnellement, je pense que pour la majorité d'eux, ça a été très compliqué. Ces gens qui ont souffert se retrouvent dans une situation de rancœur et c'est normal. Après, il y a ceux qui n'ont pas senti les choses de la même manière. Voilà. Mon père, je ne pense pas qu'il ait senti les choses de la même manière. Son intégration s'est faite, comme beaucoup d'ailleurs, par la rencontre avec une femme. Hein. Donc, pour certains, ça a été l'amour. La rencontre avec une femme, c'est l'amour. Il avait choisi une femme, il avait choisi avec la femme le pays et il avait fait des enfants du pays. Donc il n'avait pas envie de nous donner la haine. Ah ben là, il nous disait, voilà, vous voulez votre place au soleil, faites du soleil autour de la place. C'était aussi simple que ça. Du soleil, il y en a pour tout le monde. Seulement le soleil, il faut le créer. Il ne va pas venir tout seul. Mais les Vietnamiens ne sont pas les seuls à avoir participé au développement du riz en Camargue. C'est dans les années 50, grâce au dollar du plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe, que le riz prend son essor. Les rizières s'étendent alors sur près de 30 000 hectares. Et d'autres peuples viennent prêter main forte aux Camarguais. Le vrai boom, il est venu après-guerre, quand on a eu le plan Marshall, qui nous a donné les moyens techniques, hein, puisqu'on a utilisé du matériel qui avait débarqué, hein, des outils un peu spécialisés que les Américains nous ont amenés, mais aussi de l'argent pour créer des réseaux d'assainissement. Et c'est grâce au plan Marshall qu'on a fait des stations pour évacuer l'eau de cette Camargue. Les Italiens, ils sont venus ici pour nous apprendre à façonner les rizières. C'était les terrassiers de l'Europe. Ensuite, on a eu les Espagnols qui, eux, étaient maîtres dans le repiquage, dans la culture du riz. Ici, ils répandent les gerbes de riz qui vont être repiquées. Ici, par exemple, c'est l'exemple même de ces Espagnols au bord de la rizière et qui étaient à faire ce travail de repiquage. Le riz raconte une histoire mouvementée de la Camargue. Et aujourd'hui, ceux qui le cultivent savent combien ces grains sont précieux et emblématiques de leur terroir. Ce qu'il faut, c'est jamais le lâcher, toujours remuer. On sent beaucoup d'amour, alors forcément, on sent la Camargue.